Économie, le MAC sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, Israël dira-t-il bientôt adieu aux pièces, billets, aux carnets de chèques? Les autorités réfléchissent aux solutions pour lutter contre le blanchiment ou l'évasion fiscale. Faut-il s'attendre à une mutation du numéraire au numérique? Les arguments sont là, les contraintes aussi. Lionel Friedfeld sera avec nous dans un instant. Et puis la Russie se met à l'heure du halal, menu sans jambon, courant dans la chambre ou salle pour la prière. Moscou entend soigner sa clientèle musulmane. Un hôtel de la capitale vient de lancer un service spécial en réponse à l'afflux de visiteurs et d'investisseurs des pays musulmans. On fait le point en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On fait le point pour commencer sur l'actu économique internationale avec d'abord 3 bonnes nouvelles pour l'économie japonaise. Les ventes au détail ont augmenté de 2,3% sur un an au mois de septembre, bien au-dessus des attentes. Après le coup dur de la hausse de la TVA en avril, les dépenses de consommation semblent reprendre progressivement. Autre bonne nouvelle, c'est l'objectif d'inflation qui se rapproche, 2% on le rappelle, alors que Tokyo fait face depuis 20 ans à une déflation rampante. Le gouverneur de la Banque centrale affirme que l'assouplissement monétaire porte ses fruits et sera maintenu. Enfin, la centrale nucléaire de Sendai sera sans doute la première à redémarrer dans les prochaines semaines après la catastrophe de Fukushima il y a 3 ans. De quoi réduire un peu la facture énergétique nippone. Tout est résumé dans son nom, Indépendance. Il s'agit d'un terminal flottant géant de gaz naturel liquéfié qui va enfin permettre à la Lituanie de ne plus dépendre exclusivement du gaz russe. Son amarrage, hier, vous le voyez, a été célébré en grande pompe. Capacité 4 milliards de mètres cubes par an, c'est au-delà des besoins du pays. Un accord a été conclu entre Vilnius et le Norvégien Statoil pour des livraisons sur 5 ans. Pour les autorités lituaniennes, c'est la fin de 20 années de monopole et d'abus de Moscou. Le gaz ne sera plus un outil de pression politique pour la Russie, une pression qui change d'ailleurs de camp puisque l'Estonie et la Lettonie voisines pourront aussi importer du gaz depuis ce terminal. Et un mot du rouble d'ailleurs qui poursuit sa dégringolade. Nouveau record de faiblesse pour la monnaie russe ce matin à 54,04 roubles pour 1 euro, 42,5 pour 1 dollar. Crise ukrainienne, sanctions occidentales et embargo. Et puis la chute des cours du pétrole. Les investisseurs étrangers sont en fuite. Grosses inquiétudes désormais pour la croissance et pour l'inflation aussi qui s'approche des 8%. 8%, c'est d'ailleurs le niveau du taux directeur qui pourrait passer à 8,5 vendredi avec la réunion de la Banque centrale. 45% des Russes, d'après un sondage, se disent aujourd'hui préoccupés par la chute de leur monnaie. Changement de décor, l'Égypte veut lever 1,5 milliard de dollars sur les marchés obligataires internationaux l'an prochain. L'objectif est de consolider des finances publiques mises à mal, on sait, par 3 années d'instabilité et de changement de pouvoir. Le Caire se dit ouvert aussi à des prêts du FMI. Mais pour tout cela, il faut des gages de confiance. De nombreuses réformes ont été engagées par le gouvernement du président Al-Sisi. Hausse des impôts et baisse des subventions à l'énergie pour contenir le déficit. L'aide de pays amis du Golfe a également permis de maintenir à flot l'économie. La croissance a atteint 3,7% au 2e trimestre sur un an. Nous amenons l'économie vers un important décollage et nous commençons à avoir des signaux positifs. C'est une situation très compliquée et notre point de départ n'était pas facile, mais notre mission dans ce gouvernement est de rétablir la confiance dans l'économie égyptienne. Nous sommes ouverts à toutes les sources de financement, avec l'ampleur que nous choisirons et en évaluant le moment approprié pour entrer sur le marché ou pour avoir un accès au FMI. Donc toutes les alternatives sont ouvertes. Cela dépend encore une fois de si nous avons une garantie ou si nous devons agir seuls. Si nous devons agir seuls, je pense que nous obtiendrons entre 1 et 1,5 million de dollars à la première levée, et ce sera pour tester les marchés. L'année prochaine, il y aura une petite diminution de la rigidité parce que j'ai l'obligation constitutionnelle d'augmenter les dépenses pour les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous devons presque les doubler et les amener à 10% du PIB d'ici l'année 2016-2017. Et puis la rentrée des classes pour les 120 députés de la Knesset. Le Parlement israélien a ouvert hier sa session d'hiver. Atmosphère tendue puisque l'adoption du budget pour 2015 est toujours loin d'être acquise. Le projet doit être déposé au plus tard le 2 novembre. La dépense publique devrait augmenter de 2,6% à 88 milliards de dollars au profit surtout de la défense qui voit son budget gagner 10%. De nombreux désaccords subsistent, notamment autour de l'idée du ministre du Trésor Yair Lapid de supprimer la TVA sur les logements neufs pour les jeunes couples ayant accompli
accompli leur service national. Faute d'accord autour du budget, eh bien, la loi prévoit ni plus ni moins la chute du gouvernement. Affaire à suivre. Le dossier du jour, on va s'intéresser à cette hypothèse qui revient de plus en plus sur le devant de l'actualité, celle d'une société dépourvue de monnaie numéraire. En Israël, l'équivalent de 70 milliards de dollars de transactions non identifiées aurait été réalisé en 2012. Un vrai manque à gagner pour l'État qui veut désormais limiter par tous les moyens le poids de cette économie dite de l'ombre. Les transactions électroniques sont ouvertement encouragées aujourd'hui. Éric Berdugo. L'économie dite de l'ombre en Israël représente jusqu'à 20% de l'économie globale. Selon le bureau du Premier ministre Netanyahou, il est difficile de retracer les espèces et les chèques. À titre d'exemple, on estime les pertes de l'État hébreu sur l'année 2012 à 72,6 milliards de dollars, soit environ 3 millions de transactions cash de plus de 1330 dollars. Évasion fiscale, infractions criminelles et blanchiment d'argent sont quant à eux facilités par l'utilisation de cash au nez et à la barbe des autorités. La question de savoir si la limitation des paiements en espèces pourrait aider à lutter contre le marché noir et les revenus non déclarés est une bonne question. D'un côté, cela réduirait fortement le nombre de transactions effectuées en espèces, ce qui augmenterait donc les revenus déclarés. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a d'autres moyens plus efficaces, car cela concerne les petites transactions uniquement. Beaucoup de grosses transactions échappent à ce système. Le gouvernement israélien a pour objectif de réduire le trafic issu du marché noir. Il veut encourager les transactions électroniques plutôt que l'argent liquide et les chèques. Réduire les frais d'utilisation des cartes de crédit, vérifier les transactions et imposer un montant maximum de 266 000 dollars en monnaie font aussi partie des mesures incluses dans la liste du gouvernement. Si par exemple en Israël on imposait à tout le monde de déclarer ses revenus, pas seulement aux petites et grandes entreprises mais également aux particuliers, et si on prévoyait des sanctions sévères et une réforme légale, cela augmenterait les recettes. Les États-Unis qui repartent sur une période plus prospère suscitent l'intérêt de l'Europe. Pour réguler la circulation de liquidités sur le territoire et lutter contre ce trafic, chaque voyageur doit par exemple déclarer aux douanes s'il détient une somme de 10 000 euros ou plus en cash. Israël pourrait donc bientôt leur emboîter le pas. On me demande souvent si Israël est le seul pays à imposer ces limitations. La réponse est non. La plupart des pays européens ont adopté certaines limitations sur l'utilisation d'espèces dans les transactions privées ou commerciales. Nous sommes en train d'adopter ce que d'autres ont déjà mis en place. Ces mesures que le cabinet israélien a déjà approuvées devront cependant être portées devant la Knesset pour un vote sur une décision qui devra être unanime. Voilà, un vote définitif qui est prévu avant la fin de cette année. Alors peut-on parler d'une évolution naturelle attendue des modes de paiement? Les transactions électroniques n'ont-elles aujourd'hui que des avantages? On va en parler avec vous. Lionel Friedfeld, notre analyste, bienvenue. Bonjour David. Alors d'abord Lionel, votre regard sur l'état du blanchiment en Israël. Est-ce qu'on est déjà dans des seuils qui pénalisent l'économie? Alors effectivement, en tout cas, on estime à 20% du PNB, donc le PNB israélien est à peu près de 240 milliards de dollars, l'économie parallèle. Donc c'est un chiffre important, mais ça reste dans une moyenne européenne qui est également de 20%. En Israël, les seuils, on vient de l'entendre, ont été ajustés, notamment sur les transactions en espèces, à 10 000 shekels entre particuliers et commerçants. Elles vont être abaissées à 5 000 shekels après, et après entre particuliers à 15 000 shekels et 50 000 shekels. En fait, il y a une transaction notamment sur des voitures de deuxième main. Donc c'est des mesures assez fortes d'après vous pour impulser déjà un changement? Alors, mesures assez fortes, oui, mais simplement parce que le manque à gagner dans ces transactions en espèces est entre 40 et 50 milliards de shekels par an pour le Israeli Tax Authority, en fait, le fisc israélien. Donc, ils veulent justement mettre la main sur cet argent. Alors justement, un petit point, on l'a entendu dans le reportage, imposer tout simplement la déclaration des revenus en Israël, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Alors, je crois que c'est une fausse bonne idée. De toute façon, en Israël, il y a un système de prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, les taxes sont prélevées directement à partir de votre fiche de paye. Ça ne change pas à grand-chose. Et si vous êtes indépendant, il y a un régime d'auto-entrepreneur et également, c'est prélevé à la source. Ouais, alors plus globalement maintenant, Lionel, au niveau des efforts pour plus de traçabilité sur les transactions, c'est un problème qui est mondial, on est d'accord. Qu'en est-il dans les autres pays? On a entendu aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe là-bas à ce niveau-là? Alors, États-Unis, c'est simple. En fait, les transactions, notamment en espèces, sont à peu près de 10 000 dollars. Au-dessus, en fait, il faut utiliser soit des chèques, soit des virements, soit des outils électroniques. Il n'y a pas d'harmonisation en Europe. En Europe, la France, les transactions sont limitées à 3 000 euros en espèces, un peu plus
notamment si c'est des non-résidents. La Grèce, pour donner un exemple, c'est intéressant, parce que l'économie de la Grèce, il y a 25% d'économie parallèle en Grèce, c'est à peu près 1 500 €. L'Italie est descendue à 999 € justement pour essayer de lutter contre en fait, cette évasion et ce blanchiment d'argent. Ça, ces différences assez importantes finalement entre les États européens. Effectivement, il n'y a pas d'harmonisation, mais c'est effectivement l'Europe. En tout cas, c'est que l'ensemble des pays, et c'est notamment, il y a des normes dans l'OCDE qui essayent justement d'harmoniser un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, chaque pays a sa propre législation. En prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de vision, est-ce que d'après vous, les transactions électroniques vont devenir exclusives à très court terme, à moyen terme, on va dire? Alors, exclusives, sans doute, c'est impossible. Aujourd'hui, l'espèce, les liquidités, notamment dans les pays émergents, est toujours assez important. Alors, il est vrai que l'utilisation des cartes de crédit, de débit, Visa, Mastercard, American Express sont en train d'exploser. Il y a à peu près 10% de taux de croissance chaque année, ce qui est énorme, mais surtout de paiements électroniques. Et on peut penser paiements électroniques classiques comme PayPal, qui génère aujourd'hui énormément de paiements, mais des paiements justement un peu plus innovants, notamment à partir d'un smartphone. Ouais, et on pense aussi au Bitcoin, ce serait une sorte de mutation culturelle aussi. Donc PayPal aussi, l'Apple Play, pardon. Oui, il y a beaucoup de sujets. Le Bitcoin, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz. Aujourd'hui, c'est une part marginale des paiements internationaux. Aujourd'hui, véritablement, les États, les grandes sociétés comme Mastercard et Visa essayent un petit peu d'éduquer la population pour les obliger de prendre des cartes de crédit, cartes de débit, justement pour obliger tout le monde à utiliser de l'argent qu'on puisse suivre et tracer pour que l'État puisse un peu les taxer. Et qu'est-ce qui pourrait freiner justement les banques centrales, les États à justement repousser l'utilisation de ces moyens de paiement innovants? Est-ce que ce sont des considérations philosophiques ou c'est technique avant tout? Non, il n'y en a aucune. On voit sans doute le déclencheur en fait sur les solutions de paiement mobile va arriver avec l'iPhone 6 qui notamment a une solution de NFC de paiement sans contact. Donc on va pouvoir payer avec son iPhone en passant chez le boulanger au-dessus d'un terminal et ça va être sans doute ça ce qui va déclencher l'adoption par le grand public en fait du paiement électronique. Donc les monnaies nationales, elles ont encore un avenir malgré tout? Oui, ce n'est pas du tout le même sujet. Les monnaies nationales resteront l'euro, le dollar, le yuan pour la Chine. Ouais. Et comment se positionne justement Israël par rapport à cette évolution? Est-ce qu'on est un petit peu en retard ou est-ce qu'on a pris de l'avance? On est déjà à l'avant-garde en matière de lutte contre le blanchiment avec les outils. Est extrêmement actif dans ce domaine, tout ce qui est blanchiment d'argent. Alors là, aujourd'hui, on parle de cette mesure pour limiter les transactions, notamment en cash, en espèces. Mais il faut savoir que le responsable du Israeli Tax Authority, du fisc israélien, était il y a quelques semaines en Suisse pour rencontrer notamment les responsables des banques suisses pour essayer de voir où les Israéliens, savoir s'ils avaient justement des comptes en banque cachés en Suisse et même dans d'autres paradis fiscaux. Donc l'activité du Israeli Tax Authority est complètement renforcée depuis, on va dire, depuis peut-être 2 ans, voire 3 ans. Et c'est notamment dû au fait du FATCA. En fait, vous savez, c'est l'autorité, on va dire, aux États-Unis qui a demandé à la Suisse un petit peu d'ouvrir son secret bancaire. Mais il y a une répercussion en Israël. Donc les banques israéliennes aujourd'hui doivent ouvrir notamment donner les noms des responsables de compte en banque. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications. Merci. Et on passe au second dossier du jour. La Russie compte 20 millions de musulmans sur une population de 140 millions. Et pourtant, seuls 3 hôtels dans le pays proposaient jusqu'ici des services halal. Et c'est pour répondre à l'afflux de touristes en provenance des pays musulmans qu'un hôtel de Moscou vient de lancer un service adapté. L'occasion de séduire cette clientèle à l'heure où on sait la crise ukrainienne fait fuir les investisseurs occidentaux. Reportage. À première vue, une chambre des plus banales, mais pas tout à fait. Tapis de prière, qibla indiquant la direction de la Mecque, Coran dans la table de nuit, la chambre vise une clientèle musulmane. Près de 70% de nos clients viennent de l'étranger, dont 13%, soit quelques 5000 personnes de pays musulmans. Cette année, nous avons accueilli d'importants groupes en provenance d'Iran et ils réclament toujours des salles de prière et un menu spécial. Pour répondre à cette demande, l'hôtel Aérostar de Moscou a décidé de se faire une bonne fois pour toutes certifier halal. La procédure, conduite avec les autorités musulmanes, a été longue. Depuis octobre, 20 chambres sur 308 proposent exclusivement des services autorisés par l'islam. 2 salles de prière, une pour femmes et une pour hommes, ont également été aménagées, mais aussi une cuisine séparée, entièrement halal. Vous ne trouverez ici ni porc ni jambon. On les trouve dans la cuisine principale. J'ai même pensé à la logistique. La nourriture ne croisera jamais celle de la cuisine principale. Elle sera directement livrée ici et des cuisiniers à part vont travailler. Plus de 20 millions de musulmans vivent en Russie, sans compter les touristes et hommes d'affaires de cette confession qui viennent dans le pays.
Pourtant, la Russie ne comptait jusqu'à présent que 3 hôtels proposant des services halal, 2 au Tatarstan, une république russe à majorité musulmane, et 1 à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. L'industrie halal est à la mode en ce moment, pas seulement en Russie mais dans le monde entier. Elle est en hausse de 16% par an et la Russie ne fait pas exception. Il n'y a pas assez d'endroits pour les musulmans, donc il y a de plus en plus de restaurants qui se tournent vers le halal. Miser sur le halal pourrait s'avérer un pari gagnant pour la Russie. Les touristes occidentaux boudent le pays sous le coup de sanctions en raison de la crise en Ukraine et avec une économie en berne, diversifier sa clientèle de touristes semble plus que nécessaire. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.